N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers internautes de Léon Joe. Léo, vous nous suivez à République démocratique du Congo, vous nous suivez dans les diasporas. Je sais que vous êtes branchés sur notre chaîne Léon Joe Léo. Devant vous, devant la caméra, c'est le prof Augustin Mouessi. Il est politologue et enseignant à plusieurs universités. Pour aujourd'hui, nous le recevons. Et vous savez bien que la ville de Butembo a été attaquée pour la première fois. Et les ADF ont attaqué la prison centrale de Butembo où ils ont pu libérer plus de 800 détenus. Professeur Augustin Mouessi, bonjour et bonne arrivée. Bonjour. Un mot au peuple congolais. Bon, ce qu'on puisse dire, c'est de toujours présenter les condoléances parce que à chaque fois qu'il y a des crises sécuritaires, il y a toujours des compatriotes qui perdent leur vie, que ce soit des agents de l'ordre ou encore des citoyens lambda qui perdent leur vie. Et tout ça, ça ne fait qu'augmenter en fait les chiffres de morts, des morts qui auraient dû être, n'est-ce pas, évités si on avait un État qui prenait à bras le corps ses responsabilités telles qu'on les connaît, parce que la mission de l'État, c'est d'abord assurer sa propre sécurité, mais aussi la sécurité des personnes et de leurs biens. Or, lorsqu'on regarde l'État congolais, on a l'impression qu'il y a un déficit de ces côtés-là, et c'est ce qui fait qu'il y ait des morts à chaque fois de manière récurrente dans notre pays. Oui, Augustin, moi, si je rappelle que vous êtes politologue et enseignant à plusieurs universités ici à l'est de la RDC. Professeur, vous avez suivi de près et de loin la situation de Butembo, où la prison centrale de la ville de Butembo a été attaquée pour la première fois par les ADF, les terroristes ADF, et ils ont pu libérer au moins plus de 800 détenus. Quelle analyse faites-vous face à cette situation? Oui, en fait, il y a plusieurs angles d'analyse, mais c'est par quoi on peut commencer, c'est de dire que avoir la manière dont les opérations, du moins l'incursion, le processus d'incursion s'est déroulé, on peut se dire finalement qu'on est là dans une ville où les autorités politiques, les autorités militaires et sécuritaires ont pratiquement failli. Donc c'est la faillite de ces autorités-là. Parce que si on peut comprendre que les renseignements n'aient pas été en mesure de pouvoir, disons, signaler qu'on pourrait y avoir, n'est-ce pas, ces genres d'incursions, au moins ce à quoi on aurait dû assister, c'est que après le premier tir de ces assaillants-là, on aurait dû voir effectivement les autorités policières, les autorités militaires réagir pour pouvoir mettre la main ou encore même décourager, étouffer dans l'œuf cette initiative visant à libérer, n'est-ce pas, les prisonniers comme on l'a fait. Et là où les bas blessent, c'est que l'opération aura duré plusieurs heures parce que on a dû, n'est-ce pas, casser la prison et libérer les prisonniers, mais on a dû aussi, apparemment, on a vu en fait des assaillants qui devaient rentrer à pied en parcourant, je dirais, la moitié de la ville, jusqu'à atteindre le territoire de Beni. Et c'est là où on se pose des questions parce que pendant cette trajectoire, si on avait vraiment un dispositif sécuritaire réactif, on aurait dû mettre la main sur un grand nombre de ces assaillants et même peut-être neutraliser nombre d'entre eux et pourquoi pas faire beaucoup d'otages. Mais c'est ce à quoi on n'a pas assisté. Il a n'eût été la promptitude de la population qui s'est prise en charge et qui a permis à ce qu'on attrape quelques-uns et qu'on aurait malheureusement brûlé vif. Finalement, on n'aurait pas eu
des victimes, même si on n'aurait pas eu en fait des preuves, on n'aurait pas eu de preuves tangibles de l'identité de ceux qui ont opéré, même s'il faut quand même saluer le fait que les autorités semblent annoncer qu'elles auraient mis la main sur un certain nombre de ces assaillants-là. Et donc, la première analyse, c'est qu'on est en face des dispositifs sécuritaires qui a vraiment montré ses limites, ses lacunes, et c'est ce qui explique ce qu'on a connu, en dépit du fait que, effectivement, dans un second cadre, on peut s'interroger sur les raisons qui sont à la base de cette fragilité. Est-ce le fait qu'on n'a pas la logistique qu'il faut? Est-ce que ce n'est pas une question de commandements? Est-ce que ce n'est pas une question d'effectifs? Voilà autant de questions qu'on peut se poser. Et à part cela, on peut se poser aussi la question de savoir, on peut s'intéresser au plan de sécurisation de la ville, parce qu'une entité doit toujours avoir un plan de sécurité, de sécurisation. Et donc, on pense que lorsqu'il y a ces gens, lorsqu'une entité a un plan, ça peut permettre une intervention rapide en cas de menaces, surtout que la ville est entourée par des territoires où pilulent vraiment les groupes armés. Et donc, ça fait débat parce qu'on pourrait aussi éventuellement interroger la collaboration des civils, les mariages civilo-militaires, parce que finalement, on a l'impression que l'alerte de ces côtés-là n'a pas bien fonctionné aussi. Oui, professeur, vous venez largement de parler sur ces dossiers, votre point de vue, mais qu'est-ce que vous passez réellement après l'évasion dans cette prison de Kakwangura? Bon, ce que je pense, c'est qu'il faut que très rapidement les autorités soient en mesure d'évaluer correctement ce qui s'est passé, la situation, en essayant d'identifier en fait les facteurs qui ont fait que ça ne puisse pas marcher, mais également essayer d'établir les responsabilités de qui devait faire quoi, qui devait faire quoi pendant cette nuit-là, et essayer de comprendre en fait s'il ne pourrait pas y avoir de complicité même dans, n'est-ce pas, de complicité dans la chaîne de commandement sécuritaire de la ville. Et donc c'est cette évaluation, à mon avis, objective, qui pourrait permettre justement aux autorités qui sont garantes de la sécurité et de la paix de pouvoir identifier effectivement les responsables, ce qui s'est passé, et essayer de comprendre davantage ce qui s'est passé pour pouvoir tirer les leçons. Et au besoin, quand je parle des leçons, les autorités pourraient aller jusqu'aux sanctions de certaines personnes, de certains responsables qui auraient failli dans l'exercice de leur mission, ou pourquoi pas procéder même à des remplacements, on pourrait même déférer certaines autorités devant la cour militaire pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé en fait, pour que ces dernières, ces personnes, ces autorités éclairent la religion des juges, mais également aussi éclairent la religion des citoyens aussi, quant à ce qui s'est passé. Et c'est de cette façon que, justement, à vouloir aller sur le chemin de l'impunité, que la confiance peut n'est-ce pas, être restaurée entre les citoyens et n'est-ce pas, les autorités civilo-militaires, parce que pour sécuriser une ville, il faut absolument penser à ces mariages civilo-militaires qui est important et qui peut permettre à ce que, effectivement, les différents acteurs de la gouvernance sécuritaire au niveau urbain puissent échanger effectivement des renseignements ou des informations nécessaires et qui devront être capitalisés pour en fait ramener la paix dans une entité comme Butembo. Oui, professeur,
Veuillez nous éclairer encore davantage. La prison de Butembo, selon les autorités, ils nous ont parlé d'au moins environ une dizaine de gardes de la prison, alors que cette prison contenait au moins plus de 800 détenus. Comment comprendre cette situation alors que l'ennemi était au moins plus de 80 avec beaucoup d'armes, donc ils étaient armés lourdement. Comment peut-on comprendre vraiment cette situation, professeur? En fait, gouverner, c'est prévoir. Et pour ce qui s'est passé à Butembo, on a véritablement l'impression, ou c'est l'occasion de dire que les autorités n'ont pas été en mesure de prévenir, justement. Et lorsque j'ai dit qu'il faut comprendre, donc analyser le contexte, je voudrais en appeler à toutes ces responsabilités-là. Ça veut dire il faut que ceux-là qui gèrent la prison soient aussi également interrogés, mais en même temps, les services judiciaires devraient être mis en contribution aussi, et même les services des renseignements. Parce que lorsqu'on sait que dans une prison, d'abord, on déborde le nombre de locataires, hein, et ensuite on garde des personnes qui appartiennent à des groupes armés. Le minimum serait de prendre des décisions allant dans le sens de la célérité pour pouvoir très rapidement transférer ces gens-là vers d'autres villes où il n'y aurait pas suffisamment de menaces. Mais en même temps, d'autres décisions devaient être prises dans le sens, effectivement, de sécuriser davantage donc la prison. Et lorsqu'on parle justement du dispositif sécuritaire qui assurait la garde de la prison, on se rend compte que de ces côtés-là, il y a une certaine négligence, il y a une certaine faiblesse. Mais en même temps, avant même qu'on arrive au niveau de la prison, on suppose que les entrées de Butembo, les entrées principales, hein, les voies d'accès à la ville, sont quand même plus ou moins surveillées le jour comme la nuit. Comment expliquer justement que ces assaillants quittent effectivement le territoire de Béni, s'infiltrent dans la ville, marchent jusqu'à la prison? Donc c'est à mon avis, en fait, cet exercice d'évaluation devrait impliquer toute personne ayant une parcelle d'autorité dans la sécurisation de la ville. Et c'est en faisant cet examen minutieux qu'on pourrait arriver effectivement à comprendre davantage ce qui s'est passé. Mais comprendre ce qui s'est passé ne servirait à rien si en plus on ne prenait pas des mesures qui pourraient, n'est-ce pas, épargner la ville des scénarios de ce genre. Parce que si on se met à constater et on ne prend pas de décisions appropriées, il est fort possible, il est à craindre que dans les tout prochains jours, il y ait encore effectivement des scénarios de ce genre. Oui, professeur, avant peut-être de vous laisser, par-nous, quels sont les mécanismes qu'on peut encore utiliser pour que ce genre, que je considère comme bêtise, ne puisse pas se répéter à Butembo, à Beni, à Goma, donc à l'est de la République démocratique du Congo? Je crois que la première chose à faire après l'évaluation, c'est de mettre sur pied un plan de contingence sécuritaire qui est adapté à la ville. Et dans ces plans, on devra déterminer des stratégies pour pouvoir surveiller davantage les entrées de la ville. Donc les points d'entrée de la ville devraient être surveillés le jour comme la nuit. Mais en même temps, on devra veiller à décongestionner la prison du cas concret pour qu'il n'y ait pas la surpopulation. On devra également veiller à ce que lorsqu'il y a des ressortissants des groupes armés qui sont mis en cause, qui sont, n'est-ce pas, incarcérés, qu'on ne les garde pas longtemps dans la ville. Mais en même temps, on doit retravailler le système de patrouille parce qu'il faut absolument qu'il y ait une bonne communication entre ceux-là qui font la patrouille. Mais un élément très important, c'est essayer de restaurer les relations civilo-militaires parce que
même si la sécurité, c'est une affaire des autorités sécuritaires, des autorités militaires et policières, mais il est évident que même les meilleurs policiers du monde ou la meilleure armée du monde ne saurait, n'est-ce pas, gagner le défi de la sécurité, ne saurait résoudre le défi de la sécurité sans la participation des civils. Et je crois que ça, c'est aussi un aspect sur lequel il faut absolument travailler pour arriver, n'est-ce pas, à épargner la ville de ce qu'elle a connu. Oui, professeur, le porte-parole des opérations Sokola en Grand Nord, le capitaine Anthony Mwalushayi, quant à lui, a considéré que en fait, le leader locaux, chaque leader a un groupe armé. Et donc, il considère que à cette région, le leader des groupes rebelles. Et ce sont les groupes rebelles qui sécurisent la ville de Butembo, notamment cette région. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Bon, en fait, c'est sa façon de voir les choses. Je crois qu'il y a dans ce qu'il a dit une part de vérité, mais il y a également aussi, je crois, une tendance à la généralisation qu'on peut aussi essayer de, n'est-ce pas, de démasquer à travers ce qu'il a dit. Ce qui est vrai, comme dans la région, il y a une thèse, la prégnance de la thèse du complot, où les gens pensent à tout moment qu'il y a un complot contre eux. Il y a effectivement des leaders qui croient beaucoup aux groupes armés, ce n'est pas exclu. Mais on ne pourrait pas généraliser cela parce qu'il y en a qui ne croient pas beaucoup aux groupes armés, qui ne les soutiennent pas du tout. Et donc, mais aussi, quand bien même ils constateraient, s'il s'avérait que nombreux pourraient détenir des groupes armés, mais il appartient à l'État justement de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui ont des groupes armés. Il faut pouvoir les identifier et les déférer devant les cours et tribunaux. C'est encore à l'État de le faire. Et donc, une chose, c'est de dire qu'il y aurait beaucoup de leaders qui appuieraient les groupes armés, mais une autre, c'est de pouvoir mener des enquêtes et les déférer devant la justice, parce que ça, le rôle de l'État, c'est pour éviter que tout le monde puisse avoir des moyens de coercition. Donc, l'État, revenant un peu à la conception de Max Weber, c'est cette entreprise, en fait, qui prétend avoir le monopole à la coercition légitime. Et donc, lorsque l'État constate que d'autres organisations politiques peuvent détenir la force, ça, son aval, l'État doit pouvoir s'assumer. Professeur, vous savez qu'actuellement nous sommes, oui, nous sommes vers la fin, mais professeur, vous savez que nous sommes, la population de l'Est de la RDC demande le départ immédiat de la MONUSCO. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait une marche, mais ça n'a pas tenu à cause de l'attaque. Pensez-vous que vraiment le dossier de la MONUSCO ne peut pas pousser que l'ennemi profite d'attaquer la ville de Butembo? Bon, pour l'instant, c'est difficile de le dire, mais au moins de façon générale, lorsqu'il y a des manifestations, il y a des crises, des incompréhensions, ce sont des moments propices, non, c'est pas que capitalisent parfois les groupes armés, pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir planifier. Et donc, donc, ce n'est pas exclu que tout ce que la ville est connue est servi n'est-ce pas, est servi d'environnement propice à ce que ceux-là qui avaient envie d'attaquer les fassent. Donc, ce n'est pas exclu. Parce que c'est lorsqu'il y a des perturbations que parfois il y a des infiltrés pour essayer de comprendre un peu les dispositifs sécuritaires de la ville, et on peut toujours en profiter. Mais par contre aussi, par ailleurs, on ne peut pas oublier que normalement, quand il y a des perturbations, les services de sécurité sont censés être en alerte maximale. Et donc c'est ça le paradoxe en fait. Comme la ville a connu des manifestations et que les gens des renseignements savent pertinemment que c'est pendant ces périodes que tout peut arriver, on aurait bien voulu voir ces services de sécurité être en alerte maximale et réagir à taille utile
Parce que c'est différent de périodes où on pense qu'on a une accalmie, où tout le monde peut se faire un peu de sommeil. Mais les agitations que la ville a connues devraient normalement servir devait servir de motivation pour que ceux-là qui sécurisent la ville soient en alerte maximale. Malheureusement, avec ce qui s'est passé, on s'est rendu compte que finalement, les choses n'ont pas fonctionné telles qu'elles devaient l'être. Oui, prof, les Congolais vous suivent de l'étranger, donc dans les diasporas. Quel message pouvez-vous lancer au peuple congolais qui sont à l'étranger, qui suivent de près, qui suivent de loin cette situation de Butembo? Bon, c'est que pour ceux qui sont à l'étranger, il faut continuer à travailler, même à distance, pour que le Congo puisse avoir un État responsable, des autorités vraiment responsables, du sommet à la base, qui devrait être préoccupé de la refondation de l'État congolais. Et par refondation de l'État congolais, je vois en fait une série d'actions qui devraient vivifier l'État congolais. Parce que ce que nous connaissons de manière générale, c'est une crise liée à l'État. L'absence d'un État capable d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et nous sommes pratiquement dans un contexte d'un État fragile qui ne sait pas assurer sa propre sécurité, mais aussi assurer la sécurité de ses citoyens. Et je pense que c'est de ces côtés-là qu'il faut beaucoup travailler, chacun à ce qui le concerne. Le Congolais, partout où il se trouve, qu'il soit à l'étranger ou à l'intérieur du pays, tout le monde devra donner sa part pour que finalement, plus de 60 ans après l'indépendance, que le Congo soit un État capable effectivement de pouvoir assumer ses différentes missions régaliennes, ses missions culturelles, ses missions sociales. Et c'est à ces prix qu'on sera fier finalement d'être appelé Congolais, qu'on sera fier de notre nationalité congolaise et qu'on va défendre en fait notre patrie et valoriser en fait l'indépendance que nous avons acquise sur papier le 30 juin 1960. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien avec le professeur Augustin Mouessi, le politologue et aussi enseignant à l'université. À la présentation, je suis Mme Penzi Manzekele. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne Léon Joléo pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Au revoir.